Bonsoir, bonsoir Christophe et Bonsoir. bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes. Donc la première partie, les événements astronomiques pour cette période du 11 au 19 novembre 2021, la deuxième phase de la deuxième lune d'automne. Donc du premier quartier qui se produit le 11, jeudi 11 novembre à dire l'heure. Jeudi 11 novembre à 13h45 jusqu'à la pleine lune qui se produit vendredi 19 novembre à 9h57. Et cette pleine lune est l'occasion d'une éclipse partielle mais quasi totale de lune qu'on ne verra pas vraiment, nous, en France métropolitaine. Ceux qui sont le plus à l'ouest pourront voir l'entrée dans l'ombre, parce que sinon, on n'a droit qu'à l'entrée dans la pénombre. Après il fait jour, donc on ne peut plus contempler l'éclipse. Elle sera très bien, cette éclipse, pour, je vais vous dire, Christophe, je vais te couper ton micro, parce qu'en fait, on entend le moindre bruitage. Ou alors tu le coupes et tu le... En fait, Christophe, s'il te plaît, tu coupes ton micro et quand tu veux parler, tu le rallumes. Voilà, c'est comme ça qu'on fait de toute façon toujours. Parce que sinon, ça fait des pollutions sonores sur les vidéos, pas possible. Donc, quand un intervenant veut prendre la parole, il n'y a pas de problème. Tu actives et désactives ton micro, en fait. Voilà, ça, c'est mieux comme ça. Et donc, je parlais de cette pleine lune. On va en reparler, mais pendant que j'y suis, je vous le dis tout de suite. Je prends mes lunettes. Voilà, elle est bien sûr visible partout où il fait nuit, donc la moitié de la Terre. Alors, ceux qui la verront intégralement, c'est l'Amérique du Nord, l'océan Pacifique, l'Alaska, l'Australie orientale, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Attends, je vais regarder, je vais te couper le micro parce que je t'entends encore. Et j'entends plein de bruitages, quoi. C'est moi, hein. Voilà. Ça fait vraiment beaucoup de bruitage. Donc, l'éclipse est visible pour l'Amérique du Nord, intégralement, à l'Amérique du Nord, l'océan Pacifique, l'Alaska, l'Australie orientale, la Nouvelle-Zélande et le Japon. Donc, nous, en France métropolitaine, on n'aura pratiquement rien. Aux Antilles, ils pourront bien en profiter. Au Québec, elle est visible dans sa quasi-intégralité. Polynésie française, Nouvelle-Calédonie pour en profiter aussi. Voilà. Donc, c'est parce que ce sera une éclipse qui, quoique partielle, devrait être assez spectaculaire, pratiquement autant qu'une éclipse totale. Donc, on devrait voir la Lune bien rougir. Parce que, alors, je vais vous partager le dessin, il ne s'affiche pas là. Donc, je ne vous le montrerai pas sur ce site, peut-être la semaine prochaine. Ah ben, si, je sais où. Je vais vous trouver ça sur... On trouvera ça sur les IMCCE. Sur la... Bon, là, pour l'instant, j'ai pas... Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Non, tout va bien. Excuse-moi, j'ai vu participants sortant de réunion. Alors, on va contempler d'abord tout ce qui va se passer pendant cette semaine. Assez pauvre en événements, mais alors tout ramassé après au niveau de la pleine lune. Donc, en fait, quand je dis assez pauvre en événements, il y a des gros événements parce que c'est le carré de Jupiter quand même. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont de taille. Il y a donc le carré de Jupiter et voilà, justement, alors je ne vous fais pas manquer le spectacle. Je partage l'écran. Je partage Stellarium. Et tu vois bien, Christophe? Merci. Après, ouais, tu me dis, hein, parce que c'est à cause de bruit de micro, c'est embêtant, mais si tu as quelque chose à dire, ben, je regarde, tu me demandes. Hein. Alors, ben voilà, j'ai mis le ciel le 11 novembre, jeudi 11 novembre à 17h30. Le soleil s'est couché depuis un petit quart d'heure, de plus en plus près du sud-ouest, jour après jour. Et donc, on a déjà
visible dans le ciel très très vite après le coucher du soleil. Il y aura la Lune en demi-lune, donc le premier quartier de Lune qui est pile sous Jupiter, qu'on voit très vite, mais on voit bien sûr plus brillante encore, et Vénus qui est au sud-sud-ouest au moment du coucher du soleil, et donc qui brille quand même un peu plus fort que Jupiter, mais comme il y a toute cette lueur solaire, en fait, elle est peut-être à peine plus facile à distinguer au début. Néanmoins, voilà, les corps les plus brillants du système solaire sont ramassés sous nos yeux devant le sud le 11 novembre à 17h30. Et donc voilà, donc la Lune, elle va être gibbeuse, croissante toute la semaine, donc on va vers la pleine Lune, de soir en soir, elle va être de plus en plus ronde, et elle va se coucher de plus en plus tard dans la nuit. Donc en début de nuit, on va la voir de plus en plus vers l'est. Donc allons-y, on va la suivre de nuit en nuit. Je jette un coup d'œil sur le planning que j'oublie rien de vous dire. On va passer, alors on va la regarder de nuit en nuit, voilà, et on va voir avec qui elle fricote, et après on verra un peu le ciel, mais bon, quand c'est une lune gibbeuse croissante, on ne compte pas trop regarder les étoiles, donc on s'intéresse surtout à la lune. Donc on voit qu'elle est conjointe à Jupiter le jour du premier quartier. Si je prends une heure de plus, un peu une heure plus tard, on voit très bien Saturne, bien sûr, et Vénus va se coucher. Vénus qui, quoique ayant déjà passé son élongation maximale au Soleil, prolonge sa durée dans le ciel, enfin, parce que ça faisait des mois qu'elle était là, mais au ras de l'horizon, elle se couchait 2 heures après le soleil. Là, elle prend un peu d'envergure. Elle se couche 2h30, 2h40, voire même elle se couche 19h50, 2h40 après le soleil, le 19. Tout ça parce qu'elle remonte en latitude, vous voyez. Alors là, elle est en latitude sud, mais elle a, ça y est, c'était la semaine dernière qu'elle était à sa latitude géocentrique minimale, et elle est assez prononcée, 3 degrés en dessous de l'écliptique, ce qui fait que ça lui faisait perdre de la hauteur dans le ciel, et que donc on ne la voyait pas. Puis elle est hors limite zodiacale sud aussi, donc elle est vraiment trop bas pour nous dans l'hémisphère nord. Mais vous voyez, elle fait des tas de choses intéressantes. Elle va être conjointe à Nunki le 19. Il faut qu'on s'intéresse aussi à Vénus. On va revenir mais sur le ciel du soir et Vénus. Et puis, sinon, pour l'instant, on va suivre la Lune. Bon, j'efface l'écliptique là. Donc, la Lune de soir en soir à 18h30. Donc, le 11 au soir, nous y sommes. Voilà le 12. Ah, je vais trop vite. Donc, le 12 au soir, elle est au-dessus de l'étoile Faux-Maillot du poisson austral. Attendez, je vais afficher quelques informations sur les étoiles. Voilà. Et le lendemain, toujours la Lune, donc elle est devant la constellation du Verseau. Et le lendemain, elle est conjointe à Neptune. Donc le 13, c'est donc samedi 13 novembre, elle est conjointe à Neptune. Alors elle est un peu en dessous de Neptune, de plus en plus grosse. Hein, Neptune qui est là. Voilà. Donc, quand on voit la Lune à 18h30 le samedi 13, eh bien, elle est du côté du sud-est et un peu en haut à gauche, il y a Neptune. Elle est donc conjointe à Neptune le 13. On va continuer la promenade de la Lune, donc devant la constellation du Verseau. On continue. Neptune qui est le 14. Je vais afficher un peu les constellations. Donc ça, c'est la baleine, vous voyez, la baleine. Donc elle va se balade entre, elle fait Verseau, poisson, baleine, bélier. Elle fait beaucoup de constellations comme ça. Donc le 14 au soir, de plus en plus grosse. Le 15 au soir, elle est donc devant les poissons. Le 16, toujours devant les poissons, de plus en plus grosses. Alors il y a des étoiles filantes, mais beaucoup même. Mais c'est la lune très brillante. Donc, on en verra moins que s'il n'y avait pas de lune. Mais on peut en voir des étoiles filantes. Vous voyez, il y a les taurides nord qui ont leur maximum le 12, je crois. Et il y a aussi les seins des Léonides qui est assez bref.
mais qui a son maximum le 18 et qui peut être assez intense. Donc mais c'est plus tard dans la nuit, quand le lion se lève, on peut voir des léonides. Donc nous sommes là le 16 novembre au soir à 18h30 et on passe au 17, on voit qu'elle va être conjointe à Uranus. 18h30, vous voyez, elle est de plus en plus bas en début de nuit parce qu'en fait, elle se lève, ben voilà, elle se lève de plus en plus tard, en fait, et le jour de la pleine lune, donc on passe au 18. Voilà, le 18, elle va arriver devant le taureau, Uranus, je rappelle, est devant la constellation du bélier, et voilà, le 19, elle est conjointe aux Pléiades, et c'est la pleine lune. Donc, pleine lune conjointe aux Pléiades, et il y a plein d'autres petits événements également qui s'y mêlent. Je vous redis ça. Donc, elle est conjointe à Uranus 18 et pleine lune. Donc, cette pleine lune qui est une éclipse partielle de lune, dont on pourra voir que l'entrée dans la pénombre avant que la lune ne se couche, le 19 au matin, donc. Et enfin, surtout, non, c'est pas avant que la lune se couche, elle sera dans le ciel, mais avant que le soleil se lève, et si aussi que la lune se couche pour nous. Et donc, quand elle est devant les Pléiades, ça veut dire qu'elle est dans le premier degré du signe des Gémeaux. Et il faut signaler qu'elle est donc toute la semaine montante en latitude et en déclinaison. Donc, on l'a de plus en plus haut dans le ciel à sa culmination. Donc, le jour de la pleine lune, donc, on va la regarder, je vais me remettre une heure plus tôt. Voilà. Le 19 au soir, mais on peut la regarder alors le 18 au soir, pour commencer. Elle se lève avant le coucher du soleil. Et le 19 au soir, elle se lève une vingtaine de minutes après le coucher du soleil, vous voyez, encore plus vers le nord que le 18, hein, le 18 et le 19, parce qu'elle elle est elle est donc premier degré Gémeaux, la pleine lune, elle est dans le 27e ou 28e degré du signe du Taureau, et après, c'est après elle entre dans le signe des Gémeaux, et donc qu'elle est conjointe aux Pléiades. C'est à notre époque la conjonction d'un astre, la Lune, le Soleil ou planète avec les Pléiades signifie qu'elle est dans le premier degré du signe des Gémeaux. C'est un marqueur dans la précession des équinoxes. Dans 70 ans, ce sera le deuxième degré. Non, si c'est ça, ce sera le deuxième degré du signe des Gémeaux que ça marquera. Je ne dis pas de bêtises, pas dans l'autre sens. Non, pas du tout, parce que je pense à Régulus qui est passé il y a que 3-4 ans, 4-5 ans, maxi, du dernier degré du signe du lion au premier degré du signe de la Vierge. Et toi, les marqueurs du zodiaque pour une certaine période. Voilà, 10 000 ans plus tard, ce sera carrément à l'opposé. Bon, bref, je reviens sur notre lune du 19, donc pleine, donc qui se lève un peu après un peu après le coucher du soleil. Mais revenons au 18 et on va faire la nuit. La nuit du 18, donc elle se lève un peu. 17h04, 10 minutes avant, 15 minutes avant le coucher du soleil. On va la suivre au cours de la nuit. Donc, vous voyez, elle va culminer, bien sûr, au milieu de la nuit. La pleine lune, ça culmine toujours au milieu de la nuit. La voilà pile à sa culmination. Vous voyez, c'est magnifique. Il y a Uranus, la pleine lune, les Pléiades, Aldébaran. En fait, bon, on verra, risque pas de voir Uranus. Les Pléiades, c'est difficile. Aldébaran, oui, on la voit bien. Et voilà, donc, mais on peut imaginer des choses qu'on ne voit pas. Et puis là, il y a Orion. Donc, on est haut dans le ciel, là. Elle est à 62 degrés de hauteur, la Lune. Elle culmine très haut, parce que, voilà, quand elle arrive devant les Pléiades, elle est bientôt à sa déclinaison maximale. Elle va d'ailleurs sortir des limites zodiacales, mais la semaine prochaine. Donc voilà, et cette pleine lune, alors, donc il y a l'éclipse. Qu'est-ce qu'elle a encore de caractéristiques? Ça va, Christophe? Tu veux dire des trucs? Attends, je demande la réactivation du micro.
Non, mais Ya, il n'y a pas. Hein, tu m'entends? oh, nickel. Écoute, bon, c'est très bien. Bon, bah voilà. Alors, Très c'était bien. la pleine lune, ouais. On la voit sous toutes ses coutures. Elle est très haut. Donc, je vais reprendre. Bon, bah, je te redonne le. C'est pour juste le son. Je te recoupe. Et puis après, mais tu me fais signe hein, si tu veux parler. Euh, non, pas le mien. Voilà. Revenons. Ben, je vais partager le planning. Non, on va parler du reste du ciel quand même. Donc, ça, c'est le 19, ben, c'est la clôture à 19h. Alors, eh bien, on va regarder un peu notre Vénus, justement, en fin de semaine. Là, Vénus est très intéressante. Vous voyez, à 19h, elle est déjà couchée, quoique étant un peu éloignée du Soleil. Donc, je reviens en arrière. Non, c'est le contraire. Ah, mais c'est 1h. Oui, on en est à la culmination de la Lune. Ah oui, 1h19. 0h19. Non, on suit d'abord la Lune. Excusez-moi, du coup, j'ai coupé. Donc, on en était à la culmination de la pleine Lune. Et on va la suivre toute la nuit. Donc, voilà. Et elle culmine donc au milieu de la nuit et elle se couche. Vous voyez son parcours. Elle se couche à l'ouest-nord-ouest à 7h49 pour chez moi. Le soleil est déjà levé. Et voilà. Et c'est donc on a eu la lune toute la nuit. Mais c'est pas le tout dans cette période. Donc je reviens, c'est la lune, et je reviens au soir du 18 ou du 19. Voilà, on est au 18, ça ira bien. On va regarder Vénus et l'étoile Nunki. Encore que elle est précisément. Non, non, on va regarder le 19. C'est le 19 qu'elle est conjointe à Nunki. Alors je grossis, vous voyez, on va regarder ça un petit peu plus tôt. Ce sera mieux, c'est plus haut là, s'il ne fait pas encore assez nuit. Le créneau est assez étroit quand même. 18h16, 18h30, allez. 18h30, c'est le moment de jeter un coup d'œil approfondi à Vénus avec une paire de jumelles pour repérer l'étoile Nunki, donc, dont on parle assez souvent. Sigma du Sagittaire, qui est en fait quand même la deuxième étoile la plus brillante de la constellation du Sagittaire pour nous, après Cause Borealis, de magnitude 2, quelque chose. Et donc, Vénus passe hyper près, à 11 minutes d'arc seulement. Il n'y a pas d'occultation, c'est assez rare. Mais Nunki est bien sûr une étoile très intéressante, comme toutes les étoiles. Elles ont chacune leur intérêt. Je vais regarder, j'ai la page à propos de Nunki. Voilà, c'est un site en anglais, enfin non, c'est des articles en anglais de Jim Keller qui sont archi complets sur chaque étoile. Alors, nom d'origine babylonienne, un nom propre dont on n'a pas la signification. Alors, magnitude 2, elle est pratiquement la seconde étoile par brillance de la constellation du Sagittaire. Celle se passe le solstice d'hiver à notre époque. Euh, donc c'est Sigma pourtant, hein. Et la plus brillante, c'est Epsilon. Le Sagittaire ne suit pas la règle pour les étoiles habituelles, parce que normalement, les étoiles, c'est la alpha, c'est la plus brillante, etc. Mais là, on n'y est pas avec le Sagittaire. Alors, donc, on peut la localiser par rapport à la théière, hein, parce que là, je ne sais pas si vous tout ce que je vous montre, en fait, je vais arrêter ce partage et je vais reprendre un partage d'écran complet. Voilà, comme ça, vous voyez aussi l'article que je suis en train de regarder. Donc, oui, elle est quand même assez grosse, cette étoile, n'est-ce pas? Vraiment, donc de classe A. Donc, en plus, elle est voilà, pas loin dans la Voie lactée. C'est une non, de classe B, pardon. Donc, elle fusionne l'hydrogène comme le Soleil. Elle est à 225 années-lumière
Et si elle était placée à côté du Soleil, sa brillance intrinsèque est 630 fois celle du Soleil. Sa température de surface de 20 000 degrés Kelvin, le Soleil 6 000 seulement. Elle est bleue, donc, enfin bleutée, et c'est une des plus chaudes des étoiles brillantes. Elle irradie beaucoup de lumière dans l'ultraviolet, donc invisible. Elle est actuellement 3300 fois plus lumineuse que notre Soleil. Donc, si on voulait recevoir la même température sur Terre, si on était autour de Nunki, il faudrait être à une distance, half again de ça, une fois et demie l'orbite de Pluton, pour pas cramer, pour avoir la température qu'on a sur Terre. Si on était autour de Nunki au lieu d'être autour du Soleil, il faudrait être une fois et demie l'orbite de Pluton. Donc, c'est pour dire un peu à quel point elle est chaude, quoi. Donc, son diamètre est 5 fois celui du Soleil. Elle tourne sur elle-même très, très vite, à une vitesse de 200 km/s, qui est 100 fois plus que le Soleil. Pourtant, c'est une étoile normale dans sa jeunesse, quoi, comme le Soleil, qui brille par la fusion d'hydrogène en hélium dans son noyau. Mais sa masse est tellement élevée, au moins 7 fois celle du Soleil, et la fusion et les taux de fusion interne sont si élevés également, qu'elle ne va pas vivre longtemps, donc, parce que plus une étoile est grosse et plus elle consomme d'énergie, moins elle vit longtemps. Donc, c'est plutôt des millions d'années, tandis que le Soleil, c'est milliards, 10 milliards d'années, tandis qu'elle, 50 millions d'années, normalement, on lui donne, d'après les modèles, évidemment, basés sur l'observation, qui nous permettent d'évaluer comme ça. Alors, elle a un compagnon ou pas, je crois qu'elle a un compagnon qui n'est pas vraiment. En fait, il n'en parle pas. Ah si, oui, il dit qu'il y a quelques indications qu'il y a un compagnon proche, mais sur un autre site, j'ai trouvé qu'en fait, c'était pas une vraie double. Alors, elle est peut-être toute seule, ou alors si elle a un compagnon, il n'est pas bien visible. Voilà, bon, c'était un petit topo sur Nunki, parce que j'avais envie d'en profiter pour parler de cette étoile. Bon, alors on revient à notre ciel, donc à observer. Le 18 et le 19, bon, il y a la pleine lune, mais avec des jumelles. Du côté du sud-ouest, la lune n'est pas là. Facile de voir Vénus tout près de l'étoile Nunki, qui marque donc le bout de l'anse de la théière du Sagittaire. Là, hein. Ça, je remonte un peu. Le Sagittaire, ça ressemble à une théière. Et ça, c'est l'anse. Ça, c'est le chapeau. Ça, c'est le bec verseur. Et donc, ça, c'est le pot. Voilà. Et tout ça, c'est la Voie lactée, quoi. Il ne m'affiche pas la Voie lactée. Voyons. Je sais pas la Voie lactée. J'ai oublié de faire afficher la Voie lactée. Sienne. Si. Bref. Donc, Vénus, c'est le Sagittaire, c'est dans la Voie lactée. La Voie lactée, elle fait ça, la Voie lactée. Voilà pour notre ciel. Donc, la Lune, je résume, conjointe à Neptune le 13, à Uranus le 18, de plus en plus grosse. Il nous reste à aller voir pas grand-chose dans le ciel du matin, sauf qu'on commence à pouvoir voir Mars. Alors, on va aller voir le ciel du matin du 19. Alors, je reviens en arrière, je me mets du côté de l'Est et on va laisser passer la journée. Donc, je reviens en arrière là, 15h, 11h, 18h, 6h, bon. 6h, non, j'ai les jours que j'ai fait varier, excusez-moi. Bon, je reviens 19 et c'est les heures que je fais varier, voilà, c'est mieux. Ah voilà, Mars, c'est Mars qu'on va pouvoir voir. On ne peut plus voir Mercure. Mercure entre d'ailleurs dans le champ du coronographe Lascaux C3. Donc, juste le 15 novembre, elle irait jusqu'au 13 novembre. Elle va être en conjonction supérieure le 29 novembre, je crois. Donc, plus du tout de Mercure dans le ciel. Je rappelle qu'on l'a bien vu pendant 3 bonnes semaines, là, hein, depuis la mi-octobre. Mercure était très bien visible dans le ciel du matin. Et la fleur, ça a été sa conjonction avec Mars, donc le 10 novembre, au jour où on enregistre, donc encore possible ce matin, mais fallait un horizon hyper dégagé, hyper limpide, pour voir Mercure qui brillait encore plus fort que Mars, et Mars qui brille quand même pas beaucoup, de magnitude 1,6,
Seulement, Mars va gagner un petit peu jour après jour dans le ciel du matin, en temps et aussi en luminosité, mais pas vite. Et donc, à partir de maintenant, on va la voir de plus en plus jusqu'à sa prochaine opposition qui aura lieu en décembre 2022. Et donc, lentement, dans le ciel de fin de nuit, Mars va être de plus en plus visible, puis de plus en plus tôt dans la nuit, mais ça, ce sera au cours de l'année qui vient. Donc, plus de Mercure et un petit Mars qui se lève dans le ciel du matin. Les autres planètes, on les a vues dans le ciel du soir. Donc, je résume Vénus, près de l'étoile Nunki, Saturne, Jupiter, qui vont se coucher de plus en plus tôt. Jupiter, c'est minuit et Saturne, c'est 23h30. Neptune et Uranus, qui sont en excellente position d'observation, mais elles sont conjointes à la Lune cette semaine. Donc, on ne cherche pas à les observer, la Lune éblouie. On peut juste s'amuser le jour de la conjonction à se dire, ah, Neptune, elles sont toutes les deux au-dessus, est au-dessus de la Lune. Ah, Uranus est au-dessus de la Lune. La Lune qui remonte en latitude et en déclinaison et qui passe quand même en dessous des étoiles encore. Voilà. Et là, elle va passer. Donc, je vais maintenant vous faire le résumé d'après la fiche. D'après le tableau qui sera publié demain, qui sera en ligne demain. Comme je fais la vidéo en avance, des fois, je n'ai pas toujours fini l'article, mais au moins, il y a la présentation in vivo de ce qui se passe. Alors, d'abord, vite fait, on regarde en héliocentrique, parce qu'en fait, des fois, c'est mieux de... Je vous montre un petit peu là le thème héliocentrique ici. Donc, c'est la position des planètes en héliocentrique. Ce qui se passe, c'est une opposition Mercure conjoint Mars et opposé Vénus. On a toutes les rapides là qui font, il y a un grand clac-clac aussi qui se passe. Donc, c'est très exactement Mercure opposé Vénus le 12, dans le 16e degré, Balance, Bélier. Ensuite, Mercure entre en Scorpion le 16, elle va y rester jusqu'au 26 novembre. Et le 17, Mercure conjoint Mars, dans le 4e degré du signe du Scorpion, en héliocentrique. Voilà, je vous ai dit tout ça en héliocentrique. Donc, ça nous... Voilà, s'il y a du mouvement, on en reparlera tout à l'heure dans le commentaire astrologique. Et donc, revenons les pieds sur Terre et faisons donc le détail des événements célestes depuis le premier quartier, le jeudi 11 novembre à 13h45, dans le 20e degré du signe du Verseau, la Lune et du Scorpion, le Soleil, la Lune étant devant la constellation du Capricorne, le Soleil devant celle de la Balance. Jeudi 11 à 11h01, Mars arrive devant la constellation de la Balance. Il fait suite à Mercure qui est arrivé le 10. Elles sont conjointes le 10. Bon, Mercure avance plus vite que Mars, mais elles arrivent pratiquement en même temps devant la constellation de la Balance. Ça se passe dans le 8e degré du signe du Scorpion. Donc, Mars va rester devant la Balance jusqu'au 15 décembre. Elle avance assez vite. Jeudi 11, c'est aussi le jour de la conjonction Lune-Jupiter à 20h51. Donc, Jupiter est au-dessus de la Lune de 4 degrés. 24e degré du signe du Verseau, devant la constellation du Capricorne. Vendredi 12 à 8h53, la Lune entre dans le signe des Poissons. Vendredi 12 à 11h08, c'est là que Mercure est opposé à Vénus en héliocentrique. Vendredi 12, 12h08, la Lune atteint sa latitude minimale. Elle finit de descendre et à partir de là, elle va remonter en latitude. Sa latitude minimale, c'est ce qu'on appelle le ventre du dragon. Et cet axe ventre et aile du dragon, qui est perpendiculaire à l'axe des nœuds, c'est la perpendiculaire exacte, et donc dans le 2e degré du signe des Poissons, et c'est rétrograde. Donc, bientôt, ça passera en Verseau, c'est au mois de janvier. Le ventre du dragon passera en Verseau. Pour l'instant, il est en Poisson. Samedi 13 novembre à 22h45, la Lune est conjointe à Neptune, qui est dans le 21e degré du signe des Poissons, devant la constellation du Verseau. Ensuite, dimanche 14 à 16h48, la Lune entre dans le signe du Bélier. Elle est dans la constellation des Poissons à ce moment-là. Lundi 15 à 11h27, elle passe en déclinaison nord.
et elle est déjà dans le 10e degré du signe du Bélier et maintenant devant la constellation de la Baleine. Mardi 16 à 15h57, c'est là que Mercure entre dans le signe du Scorpion en héliocentrique. Mercredi 17, 3h17, la Lune entre dans le signe du Taureau. Elle est alors encore devant la constellation des Poissons, plutôt à nouveau. Mercredi 17, 20h30, Mercure conjoint Mars en héliocentrique, 25e degré du signe du Taureau, devant la constellation. Qu'est-ce que j'ai mis? Il ne faut pas mettre la constellation de l'héliocentrique, il n'y a pas lieu. Jeudi 18 à 3h43, la Lune est conjointe à Uranus. Donc, Uranus est juste 1,20 degré au nord de la Lune, au-dessus. Donc, et culmine à 23h40 et se couche à 6h45. 25e degré du signe du Taureau. C'est là que ça se passe devant la constellation du Bélier. Et c'est la pleine Lune, vendredi 19 à 9h57, 28e degré du signe Taureau, Scorpion pour le Soleil, devant la constellation du Taureau, Soleil toujours Balance. Et cette pleine Lune est donc une éclipse partielle de Lune. L'entrée dans la pénombre se fait à 7h01, donc pour un Soleil, avec le Soleil qui se lève à 7h54, chez moi. Après, c'est justement, l'entrée dans la pénombre, elle est à 7h01 à notre heure légale pour tout le monde. Après, selon l'endroit où on est, justement, on peut le voir ou pas. Donc, l'entrée dans la pénombre, on peut la voir, mais ça, il n'y a pas grand-chose à voir. Par contre, l'entrée dans l'ombre a lieu à 8h18. Et là, le soleil, pour chez moi, l'axe de méridien de Paris sera levé. Il faut être à l'ouest, vraiment en Bretagne, quoi. Vraiment, il n'y a que les Bretons qui pourront en profiter un peu du début de l'ombre et un peu le Calvados. Voilà pour cette pleine lune avec son éclipse partielle quasi totale, en fait. Et elle sera donc suivie d'une éclipse de soleil le 4 décembre. Pour la nouvelle lune, ce sera une éclipse de soleil. Donc, vendredi 19, c'est pas fini. Donc, à 15h32, la lune entre dans le signe des Gémeaux. C'est donc signe qu'elle est conjointe aux Pléiades à 15h55, ce qu'on va pouvoir admirer le soir. Là, disons que la pleine lune éblouira bien, il faudra prendre les jumelles pour voir les Pléiades, là, il y a des chances qu'on ne les voit pas. Et à 21h39, c'est l'heure de la conjonction de Vénus à Nunki dans le plan écliptique. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure avec Stellarium, avec des jumelles aussi pour distinguer Nunki à côté de Vénus, qui est très brillante. Évidemment, l'étoile ne fait pas le poids, je n'ai pas calculé la différence de brillance, mais c'est importante. Après, il y a des trucs à voir sur la Lune, en particulier le X lunaire le 11 au soir. Alors, elle fait ses librations et ça dégage des points de vue toujours. La Lune, elle est extraordinaire parce qu'elle fait toujours la même chose. Enfin, elle tourne autour de la Terre en exactement autant de temps qu'elle tourne sur elle-même, mais avec ses librations, elle nous montre toujours un visage différent. C'est même la Lune, c'est jamais exactement pareil. Donc, à chaque fois, il y a des. Donc, ce moment est favorable à voir ce qu'on appelle le X lunaire. C'est les ombres sur un trio de cratères, en fait. Ce sera expliqué dans l'article. Et puis, le 12 au soir aussi. Intéressant à regarder, repérer les trios Ptolémée, Alphonsus, Arzakel. Je peux les partager avec vous. Mais il faut que j'aille les chercher. Là, bah tiens, voilà. Donc là, vous devez voir. Là-dessus, c'est tiré avec l'atlas virtuel de la Lune. Donc, c'est un trio de cratères. Alphonsus, Ptolémée, Alphonsus, Arzakel. Voilà, à repérer. Ils sont du côté vers le sud quand même de la Lune, mais comme c'est des déclinaisons minimes. La libration minimale, donc elle est plus, elle monte plus de sud. Voilà. Et le 11 novembre, le X lunaire, voilà, c'est d'autres cratères qui sont encore plus au sud. Et c'est Lacaille, Blanchinus et Purbac, qui en fait, au moment du lever du soleil, moi je n'ai jamais observé ça, forment des signes à X. Voilà. Et c'est qu'un point de vue des histoires de relief. Il y a des tas de trucs comme ça observés sur la Lune, qui fait que l'observation de la Lune peut être aussi absolument captivante parce que
avec les ombres, tout s'anime en fait. Et c'est jamais exactement le même spectacle. Bon, je reviens sur l'affiche ou je reviens sur nous. Voilà. Ah, ah, on avait été coupé. Alors, je fais 30 le micro. Christophe? Ah, Ça a été figé. oui, il y a Quel eu problème? oui, il y a eu une coupure, carrément, j'ai été coupé. Mais bon, voilà. Ah, as-tu des questions? Ah, j'ai pas. Si, Non. je peux parler plus de la pleine lune dans l'astrologie amérindienne, un petit topo que je Ah développe, oui. et dont j'oublie souvent de parler, Ah, même si je l'ai préparé. Alors, eh ben, je vais sur l'article en cours d'élaboration. Donc, alors, là, cette semaine, je n'étais pas chez moi, donc je n'ai pas relancé les coulisses de l'almanach. Mais quand je suis chez moi, dans mon environnement de travail habituel, j'ouvre la salle. Donc, je demande aux gens de s'inscrire pour pouvoir leur envoyer un message quand j'ouvre la salle, s'ils veulent venir faire avec moi, quoi, voilà. Donc, en fait, cette pleine lune est connue sous le nom de pleine lune des castors, ce qui vient des tribus, d'accord. les tribus amérindiennes qui, à cette époque de l'année, devaient ramasser les peaux de castor. Oui, c'est le moment où ils tuaient les castors, où ils tannaient les peaux. C'est peut-être bien le truc. Et puis, les rongeurs aquatiques commençaient à coller près de leur loge, où ils avaient stocké de la nourriture pour l'hiver. On peut la nommer aussi la pleine lune du givre, bien sûr. C'est pas très compliqué à comprendre pourquoi. Ou lune des brouillards, ou lune du deuil, ou lune des arbres. Alors tout ça, je trouve ça sur un site qui s'appelle pleineLune.org. Voilà, on trouve qu'il y a les noms traditionnels des lunes de l'année. Et alors, dans l'astrologie amérindienne à proprement parler, elle est du cycle lunaire du renard, qui représente la malice, la ruse et la chance. Son signe totem, c'est le serpent, et son clan, celui de la grenouille. Alors, donc, dans l'article, il y a un lien sur ça, mais je peux le copier. Tiens, je peux le copier. Ça, là, dans le chat, c'est sympa. Je copie dans le chat. On pourra aller voir même après. Voilà, pour cette pleine lune de novembre. Et donc, voilà, pour ce qui est de sa visibilité, on en a parlé tout à l'heure, entre Uranus et les Pléiades. Donc, elle arrive dans la constellation du Taureau au cours de la nuit du 18 au 19. Elle culmine à 0h20, à une soixantaine de degrés de hauteur, se couche 5 minutes avant le lever du soleil, le 19. Et le 19 au soir, elle se lève à l'est-nord-est, encore plus vers le nord que la veille, 10 minutes après le coucher du soleil. Il n'y aura pas à attendre longtemps cette fois-ci. Elle est entre les Pléiades et Aldébaran. Elle culmine au milieu de la nuit, encore plus haut que la veille, 66 degrés de hauteur. Et le 20 au matin, elle se couche déjà 1 heure après le lever du soleil. Voilà, Bon, Christophe, je te dis à tout à l'heure. à tout à l'heure. Ben, merci à tous ceux qui écouteront cette vidéo et n'oubliez pas de poser vos questions, faire vos remarques et souligner tout ce qui est d'intérêt particulier pour vous. Merci d'avance. À bientôt.